Une jeune mécanicienne a été abandonnée enceinte. Un jour, elle aide un homme blessé qui croise son chemin par hasard. L'homme avait des secrets que personne n'imaginait. Et la vie de la jeune mécanicienne a changé à jamais dans cette histoire émouvante. Avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne et nous vous souhaitons bonne chance. Le son métallique des outils résonnait dans l'atelier, tandis que Marie ajustait le carburateur d'une Renault 5 de 89. Ses mains habiles, calleuses après des années de travail sur les moteurs, se déplaçaient avec une précision chirurgicale entre les pièces. La chaleur de la fin d'après-midi à Paris faisait couler des gouttes de sueur sur son front, se mélangeant aux taches de graisse. À 28 ans, Marie était connue dans le quartier de Belleville comme la meilleure mécanicienne de la région. Il n'était pas courant de voir une femme dans cette profession, mais elle avait hérité du talent et de la passion pour les moteurs de son père, qui lui avait tout appris sur les voitures depuis son plus jeune âge. Le garage Main d'Or était son héritage, son gagne-pain et maintenant plus que jamais, sa seule certitude. Passant la main sur son ventre de 5 mois, Marie s'autorisa un moment d'inquiétude. Richard, son mari, était parti il y a 3 mois, ne laissant qu'une note vague sur le fait qu'il avait besoin de trouver sa propre voie. Aucune explication, aucune excuse, juste des mots vides griffonnés à la hâte sur un bout de papier froissé. « Madame Marie !» La voix de Monsieur Jules, son plus ancien employé, interrompit ses pensées. « Il y a encore 2 voitures qui arrivent pour aujourd'hui. »« Pas de problème, Jules, » répondit-elle, reportant son attention sur le moteur. « Je dois juste finir ce carburateur et je m'occupe des autres. » Le travail était son refuge. Entre les pistons et les soupapes, elle trouvait la paix dont son cœur troublé avait tant besoin. Les factures s'accumulaient et la perspective d'élever un enfant seul l'effrayait, mais Marie avait appris très tôt que l'abandon n'était pas une option. Le soleil se couchait déjà quand elle referma enfin le capot de la Renault 5. Son dos lui faisait mal et ses pieds enflés imploraient le repos. Jules était déjà parti et elle se préparait à fermer l'atelier quand un fracas assourdissant déchira le silence de la rue. Le bruit de métal tordu et de pneus crissant sur l'asphalte la fit courir dehors. À quelques mètres du garage, une Mercedes noire avait percuté un lampadaire. L'avant de la voiture était complètement détruit et une épaisse fumée s'échappait du moteur. Sans réfléchir à 2 fois, Marie courut vers le véhicule. À travers le pare-brise fissuré, elle pouvait voir un homme inconscient au volant. L'odeur de carburant dans l'air l'alerta du danger imminent. Avec force et détermination, elle réussit à ouvrir la portière du conducteur. L'homme était retenu par sa ceinture de sécurité et un filet de sang coulait de son front. Il était jeune, probablement du même âge qu'elle, portant un costume qui coûtait certainement plus que tout l'équipement de son atelier réuni. « Monsieur, vous m'entendez ?» appela-t-elle, vérifiant ses signes vitaux comme elle l'avait appris lors d'un cours de premier secours. L'homme gémit doucement, ses yeux bleus s'ouvrant lentement, désorientés. « Les freins » murmura-t-il, avant de perdre à nouveau conscience. Marie avait vu suffisamment d'accidents pour savoir quand quelque chose n'était pas normal. Les freins ne lâchent pas comme ça sur une voiture de ce calibre, pas sans raison. Tout en attendant l'ambulance qu'elle avait déjà appelée, ses yeux expérimentés remarquèrent des marques étranges sur le système de freinage visible à travers la carrosserie tordue. Le son des sirènes commença à se rapprocher et Marie sentit son bébé bouger, comme s'il était aussi agité par toute cette situation. Quelque chose lui disait que ce n'était pas un simple accident et que sa vie était sur le point de changer radicalement. Observant les ambulanciers retirer l'homme de la voiture avec précaution, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de bien plus important derrière cet accident. Les paroles de l'homme sur les freins résonnaient dans son esprit, ainsi que les marques suspectes qu'elle avait remarquées. La nuit était complètement tombée sur Paris, et les lumières de l'ambulance teintaient les murs de l'atelier de rouge et de bleu. Marie décida qu'elle irait à l'hôpital. Elle ne savait pas expliquer pourquoi, mais elle sentait qu'elle devait en savoir plus sur cet homme mystérieux et ce qui était réellement arrivé à sa voiture. Tout en fermant l'atelier, son esprit travaillait à toute vitesse. Des années à réparer des voitures lui avaient appris que les accidents sont rarement vraiment des accidents et que parfois les réponses les plus importantes se cachent dans les plus petits détails. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle était sur le point de s'impliquer dans une histoire bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. L'hôpital Saint-Louis était animé ce soir-là. Marie attendait à l'accueil, ses mains encore tachées de graisse contrastant avec l'environnement aseptisé. Après s'être identifiée comme la personne ayant donné les premiers secours, elle obtint des informations basiques,
sur l'état de l'homme de l'accident. « Madame Marie ?» appela une infirmière après quelques heures d'attente. Le patient s'est réveillé et demande à voir la personne qui l'a aidé. Le docteur a autorisé une brève visite, si vous voulez. Marie suivit les couloirs blancs jusqu'à la chambre 507. L'homme était assis sur le lit, avec quelques points de suture sur le front et le bras droit immobilisé. Ses yeux bleus, maintenant plus alertes, se fixèrent sur elle dès qu'elle entra. « Alors c'est vous qui m'avez sorti de la voiture », dit-il avec un léger sourire. « Je suis Luc Moreau. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Marie Dubois », répondit-elle, remarquant que, même blessé, il gardait une posture élégante. « En fait, je voulais vous poser une question sur les freins. Vous avez mentionné quelque chose avant de perdre connaissance, et en tant que mécanicienne, j'ai remarqué quelques irrégularités dans le système. » Le sourire de Luc disparut, laissant place à une expression grave. Il regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls, et lui fit signe de s'approcher. « Qu'avez-vous remarqué exactement ?» demanda-t-il à voix basse. « Des marques de manipulation, » répondit Marie. « Je travaille sur les voitures depuis des années. Ce n'était pas de l'usure naturelle. » Luc ferma les yeux un moment, comme s'il confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Je dois vous dire quelque chose, mais pas ici. Ce n'est pas sûr. Vous avez une carte de votre garage ?» Marie lui tendit une des cartes simples qu'elle portait toujours sur elle. Luc la rangea soigneusement dans la table de chevet. « Demain, je passerai à votre garage, » dit-il. « Il y a des choses que vous devez savoir, surtout si vous avez remarqué les marques de manipulation. Vous pourriez être en danger juste pour m'avoir aidé. » Avant que Marie ne puisse interroger cette affirmation alarmante, la porte de la chambre s'ouvrit. Un homme grand, aux cheveux grisonnants et au costume impeccable, entra précipitamment. « Luc, Dieu merci, tu vas bien » s'exclama le nouveau venu, sa voix chargée d'inquiétude. « Je suis venu dès que j'ai appris l'accident. »« Albert, » répondit Luc froidement, « tu n'avais pas à te déranger. » Marie perçut immédiatement la tension entre les deux hommes. Albert lui lança un regard interrogateur, ses sourcils froncés de méfiance. « Voici Marie Dubois, » présenta Luc. « Elle m'a aidé après l'accident. »« Ah, bien sûr, » dit Albert, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La famille Moreau est très reconnaissante de votre aide, Madame Dubois. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois discuter de quelques affaires privées avec mon pupille. » Marie acquiesça, mais avant de sortir, elle capta le regard significatif que Luc lui lança. Il y avait de l'urgence dans ses yeux bleus et quelque chose d'autre, de la peur. Sur le chemin du retour, son esprit bouillonnait de questions. Qui était vraiment Luc Moreau? Pourquoi la simple mention de la manipulation des freins l'avait-elle tant perturbé? Et cet homme, Albert, pourquoi sa présence avait-elle causé tant de tension? En arrivant dans son petit appartement, Marie s'autorisa à se détendre un peu. Elle prépara une tisane de camomille et caressa son ventre, sentant les mouvements doux du bébé. « On dirait qu'on s'est embarqué dans quelque chose de compliqué, petit », murmura-t-elle à son ventre. « Mais ta maman a toujours été trop curieuse pour son propre bien. » Allongée sur son lit, elle repassa mentalement les marques qu'elle avait vues sur le système de freinage. En 15 ans d'expérience en mécanique, elle n'avait jamais rien vu de tel. C'était un travail précis, professionnel, fait pour ressembler à un défaut naturel. Quelqu'un voulait vraiment faire du mal à Luc Moreau. Le sommeil tarda à venir cette nuit-là. Marie alternait entre l'inquiétude concernant le mystère dans lequel elle s'était impliquée et l'anxiété à propos de ce que Luc révélerait le lendemain. Une chose était sûre, sa vie tranquille de mécanicienne enceinte et abandonnée était sur le point de se transformer complètement. Tandis que la ville dormait dehors, elle fit une promesse silencieuse à elle-même et au bébé. Elle irait jusqu'au bout de cette histoire, pas seulement par curiosité, mais parce que son instinct lui disait que Luc avait besoin d'aide, et elle n'avait jamais été du genre à tourner le dos à quelqu'un dans le besoin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision allait la placer au centre d'une intrigue beaucoup plus grande et dangereuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les engrenages du destin étaient déjà en mouvement, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La matinée commença de manière agitée au garage Main d'Or. Marie arriva plus tôt que d'habitude, son esprit inquiet après une nuit de sommeil agité. Tout en organisant ses outils, elle repassait mentalement les événements de la veille. « Tout va bien, Madame Marie ?» demanda Monsieur Jules, remarquant sa nervosité. « Vous êtes plus pâle que d'habitude. »« Juste une mauvaise nuit de sommeil, Jules, » répondit-elle, forçant un sourire. Le bébé a fait la fête toute la nuit. Vers 10 heures, un Range Rover noir s'arrêta devant le garage.
Luc descendit du côté passager, le bras toujours immobilisé, mais vêtu d'un costume impeccable. À ses côtés, une femme élégante d'environ 40 ans l'accompagnait. « Bonjour Marie », salua Luc. « Voici Hélène, mon avocate, et la seule personne en qui j'ai pleinement confiance en dehors de ma sœur. » Hélène tendit la main avec un sourire chaleureux. « Luc m'a parlé de votre perspicacité à remarquer la manipulation des freins. Nous devons parler en privé. » Marie les conduisit jusqu'à son petit bureau à l'arrière du garage, où elle s'occupait habituellement de la paperasse. Monsieur Jules, percevant la gravité de la situation, commença providentiellement à travailler sur la voiture la plus éloignée, allumant le compresseur d'air qui étoufferait toute conversation. « Ce que je vais vous dire maintenant, » commença Luc après avoir fermé la porte, « peut sembler fou, mais Hélène a toutes les preuves nécessaires. » Il fit une pause, passant la main dans ses cheveux foncés dans un geste nerveux. « Albert Lemaire, l'homme que vous avez vu à l'hôpital hier, était le meilleur ami de mes parents et mon tuteur légal après qu'il... Swann partit. Dans un accident de voiture il y a 15 ans. » Marie sentit un frisson parcourir son échine. « Un accident de voiture. Supposément, les freins ont lâché, » intervint Hélène, ouvrant son dossier. « Mais Luc et moi avons récemment découvert des documents qui suggèrent que ce n'était pas un accident. Albert a manipulé le testament, pris le contrôle des entreprises Moreau et détourne des millions depuis des années. Et maintenant que je suis sur le point d'avoir 30 ans et de prendre le contrôle total des entreprises, continua Luc, les accidents ont commencé à m'arriver aussi. » Marie s'enfonça dans sa chaise, absorbant les informations. « C'est pour ça que vous n'avez pas semblé surpris quand j'ai mentionné la manipulation des freins. »« Exactement, » confirma Hélène. « C'est le 3e incident en 2 mois. Nous avons besoin de votre aide, Marie. Vous avez les connaissances techniques pour prouver le sabotage, et plus important encore, Albert ne vous connaît pas et ne se méfie pas de vous. » Eh bien, Marie passa la main sur son ventre proéminent. « Peut-être qu'il ne se méfie pas tant que ça. Après m'avoir vu à l'hôpital, c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, » dit Luc, se penchant en avant. « Hélène a obtenu des documents qui prouvent les transferts irréguliers, mais nous avons besoin de preuves physiques du sabotage. Vous seriez notre experte mécanique, travaillant en coulisses. Et qu'en est-il de votre sécurité ?» demanda Hélène, son ton maternel. « Nous avons les ressources pour vous protéger, Marie. Luc a particulièrement insisté là-dessus, compte tenu de votre condition. » Marie se leva, marchant jusqu'à la petite fenêtre. Dehors, le garage continuait sa routine normale, Monsieur Jules fredonnant en changeant l'huile d'une vieille Citroën. Sa vie était simple mais sûre. S'impliquer dans cette histoire signifierait risquer non seulement sa sécurité, mais aussi celle de son bébé. Pourtant, quelque chose dans l'histoire de Luc avait touché son cœur. Elle aussi savait ce que c'était que de perdre ses parents, même si c'était dans des circonstances différentes. Et maintenant, enceinte et seule, elle comprenait plus que jamais la valeur de la justice et de la vérité. « Si j'accepte, » dit-elle finalement, « j'ai besoin de certaines garanties. Je ne peux pas risquer de perdre le garage. C'est mon seul moyen de subsistance. » « Bien sûr, » répondit Luc promptement. « Hélène a déjà préparé un contrat de consultation. Officiellement, vous fournirez des services aux entreprises Moreau. Cela justifiera les paiements et garantira votre sécurité financière. Et nous allons installer un système de sécurité discret ici dans le garage, » compléta Hélène. « Caméra, alarme, tout connecté directement à notre équipe de sécurité privée. » Marie se rassit, son cœur battant la chamade. « Par où commençons-nous ? » « La voiture de l'accident est dans la cour de l'assurance, » expliqua Hélène. « J'ai obtenu une ordonnance judiciaire pour une expertise indépendante. Nous avons besoin que vous examiniez le système de freinage en détail et documentiez tout. » Et Marie, Luc la regarda intensément. « Merci. Je sais que je demande beaucoup, mais vous êtes notre seul espoir de faire justice. » À ce moment-là, sentant le bébé bouger dans son ventre, Marie sut qu'elle prenait la bonne décision. Parfois, le destin nous place dans des situations improbables pour une raison plus grande. « J'aurai besoin d'accès à toutes les informations sur l'incident avec vos parents, » dit-elle, pensant déjà en mécanicienne. « Les schémas peuvent nous aider à prouver que ce n'était pas des coïncidences. » Le reste de la matinée fut consacré à planifier les prochaines étapes. Pendant qu'Hélène expliquait les détails juridiques et que Luc partageait des informations sur Albert, Marie sentait une détermination croissante. Ce n'était plus seulement l'histoire de Luc, c'était devenu son combat aussi. Une semaine s'était écoulée depuis la conversation avec Luc et Hélène. Le garage Main d'Or maintenait sa routine apparemment normale, mais à l'arrière,
Dans la petite salle transformée en centre d'enquête, Marie passait des heures penchée sur des rapports et des photographies. « Regardez ça !» murmura-t-elle pour elle-même, comparant les photos de l'accident des parents de Luc avec celles de l'incident récent. Même avec 15 ans d'écart, le schéma était indéniable. Le téléphone spécial qu'Hélène avait fourni vibra sur la table. C'était Luc. « J'ai obtenu l'accès au registre de l'assurance, » dit-il, sans préambule. « Je suis en route. » 20 minutes plus tard, Luc entrait par la porte arrière du garage, portant un épais dossier. Marie remarqua qu'il ne portait plus l'attelle, bien qu'il bougeât encore son bras avec précaution. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » dit Marie dès qu'il fut installé. Dans les deux cas, le système de freinage a été manipulé d'une manière très spécifique. C'est presque comme une signature. Luc se pencha sur les photographies qu'elle avait agrandies. « Comment ça ? Regardez, elle pointa un détail. La coupure du câble de frein n'est pas irrégulière comme elle le serait dans une rupture naturelle. Elle est précise, faite avec un outil spécifique. Et plus important, elle est située exactement au même endroit dans les deux cas. « Ça ne peut pas être une coïncidence, » murmura Luc. « Ce n'en est pas une, » confirma Marie. « Ce type de manipulation nécessite des connaissances spécialisées. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. » Luc ouvrit le dossier qu'il avait apporté, étalant des documents sur la table. Cela pourrait aider. Ce sont tous les registres d'entretien des voitures de la famille sur les 20 dernières années. Marie commença à examiner les papiers, son regard entraîné identifiant des modèles dans les registres. « Luc, qui était responsable de l'entretien des voitures de votre famille. Les services automobiles Lemaire, répondit-il, fronçant les sourcils. Une des entreprises subsidiaires d'Albert. Pourquoi ? Parce que selon ces registres, les deux voitures ont subi un entretien préventif moins d'une semaine avant les accidents. » Marie pointa les dates. « Et le mécanicien responsable est le même dans les deux cas, Georges Martin. » Luc pâlit. « Georges, il travaille pour Albert depuis des décennies. C'est le chef d'atelier de Lemaire. » Marie sentit le bébé bouger, comme s'il partageait son agitation face à la découverte. « Nous devons trouver ce Georges. Il pourrait être la clé de tout. Ce ne sera pas facile. » Luc passa la main dans ses cheveux, geste que Marie avait déjà identifié comme un signe d'inquiétude. « Georges est extrêmement loyal envers Albert. Et après mon accident, il a pris des vacances soudaines. »« Des vacances ou une fuite ?» questionna Marie, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. « Luc, j'ai besoin de voir le garage Lemaire. S'il a utilisé les mêmes outils, il a peut-être laissé des traces. »« C'est trop risqué, » protesta Luc. « Vous êtes enceinte, Marie. Je ne peux pas vous mettre en danger, vous et votre bébé. »« Nous sommes déjà impliqués, » argumenta-t-elle, se levant avec difficulté de la chaise. « De plus, j'ai une idée. Les services Lemaire reçoivent des clients particuliers, n'est-ce pas ?» Luc acquiesça, commençant à comprendre où elle voulait en venir. « Alors je vais amener ma voiture pour une révision, » sourit Marie. « Personne ne suspectera une femme enceinte inquiète pour la sécurité de son véhicule. »« Hélène va être furieuse quand elle saura, » dit Luc, mais un sourire commençait à se former sur ses lèvres. « C'est pourquoi nous ne lui dirons rien pour l'instant, » répondit Marie avec un clin d'œil. « Parfois, il vaut mieux demander pardon que permission. » À ce moment-là, M. Jules frappa à la porte. « Madame Marie, il y a un client qui demande après vous. C'est à propos de cette Renault 5 de la semaine dernière. »« J'arrive, Jules, » répondit-elle, commençant à ranger les documents. « Luc, retrouvez-moi ce soir au café de Madame Josette. Je vais tout préparer pour notre petite opération. » Après le départ de Luc, Marie s'accorda un moment de réflexion. Sa vie avait complètement changé en quelques jours. De mécanicienne enceinte et abandonnée, elle s'était transformée en enquêtrice d'une conspiration familiale complexe. Caressant son ventre, elle chuchota. « Désolée de t'impliquer là-dedans, petit. Mais ta maman n'a jamais été très douée pour rester inactive quand elle peut aider quelqu'un. » Le reste de la journée se déroula normalement dans le garage, mais l'esprit de Marie était concentré sur le plan qui commençait à prendre forme. Elle savait qu'elle prenait des risques, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle était sur la bonne voie. La justice pour les parents de Luc et sa sécurité dépendaient maintenant d'elle. Et peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose d'autre qui grandissait au-delà du sens de la justice. Quelque chose dans la façon dont Luc la regardait, dans la manière dont il demandait toujours des nouvelles du bébé, dans la façon dont leurs yeux se rencontraient pendant les longues heures d'enquête. Mais c'était quelque chose à considérer plus tard. Maintenant, elle avait une mission à accomplir. Le jour se levait nuageux,
lorsque Marie gara sa Peugeot 205 de 2010 devant les services automobiles Lemaire. L'établissement était impressionnant, très différent de son modeste garage. Des vitrines miroirs exposaient des voitures de luxe et des uniformes impeccables habillaient les employés. « Respirez profondément », murmura-t-elle pour elle-même, ajustant sa salopette de grossesse. Elle avait soigneusement choisi son look, une femme enceinte clairement de classe moyenne, inquiète pour la sécurité de sa vieille voiture. « Bonjour », sourit la réceptionniste. « En quoi puis-je vous aider ?»« Bonjour, je suis au 7e mois et j'ai lu des choses sur la sécurité des véhicules, » commença Marie, jouant parfaitement le rôle de la future mère anxieuse. « Ma voiture fait des bruits étranges. Et avec le bébé qui arrive ?»« Bien sûr, bien sûr. » La réceptionniste sourit avec compréhension. « Je vais appeler un de nos techniciens pour une évaluation complète. » En attendant, Marie observait discrètement l'environnement. Des caméras de sécurité couvraient chaque angle et une porte avec accès restreint au fond attira son attention. C'était probablement là que se trouvait l'atelier principal. Un homme d'âge moyen s'approcha. « Bonjour madame, je suis Robert, je vais évaluer votre véhicule. » Pendant l'inspection initiale, Marie prit soin de démontrer une connaissance suffisante des voitures pour paraître une cliente informée, mais pas au point de soulever des soupçons. Elle devait gagner l'accès à la zone restreinte. « Robert !» appela-t-elle alors qu'il terminait l'évaluation préliminaire. « Excusez-moi de demander, mais Georges n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'une amie me l'a spécifiquement recommandé. » Robert hésita un moment. « Ah, Georges est en vacances. Mais je peux vous assurer que tous nos mécaniciens sont également qualifiés. »« Bien sûr, bien sûr. » Marie força un sourire. « Vous savez quand il revient? C'est que mon bébé naît dans 2 mois, et je voulais vraiment que ce soit lui qui fasse la révision complète. » « Malheureusement, nous n'avons pas de date précise, » répondit Robert, semblant légèrement mal à l'aise. « Mais je peux vous montrer notre atelier principal, si vous voulez voir où nous effectuons les services. » Bingo. La zone restreinte était encore plus impressionnante. Des équipements de dernière génération, des ponts élévateurs hydrauliques rutilants et des outils méthodiquement organisés sur les murs. Marie ressentit une pointe de jalousie professionnelle. « Et cette section ?» demanda-t-elle innocemment, pointant vers une zone isolée. « Ah, c'est notre zone de services spéciaux, » expliqua Robert. « Seulement pour les clients VIP. Georges travaillait principalement là. » Marie remarqua le changement de ton dans la voix de Robert, en mentionnant Georges. Il y avait quelque chose là. Profitant d'un moment de distraction de Robert, avec un autre employé, elle photographia rapidement avec son téléphone spécial quelques outils sur le mur. Ses yeux entraînés identifièrent immédiatement l'instrument qui aurait pu faire les coupures précises dans les câbles de frein. « Robert !» Une voix autoritaire coupa l'ambiance. Marie se figea en reconnaissant Albert Lemaire en personne entrant dans l'atelier. « Monsieur Lemaire », répondit Robert nerveusement. « Je montrais juste nos installations à une cliente. » Les yeux froids d'Albert se posèrent sur Marie, qui instinctivement protégea son ventre avec ses mains. Pendant un moment terrifiant, elle craignit qu'il ne la reconnaisse de l'hôpital. « Madame est satisfaite de la visite ?» demanda-t-il, son ton faussement cordial. « Très », répondit Marie, gardant une voix ferme. « Mais je pense que je vais attendre le retour de Georges. Vous savez comment c'est, les hormones de grossesse. On devient un peu superstitieuse. »« Je comprends parfaitement. » Albert sourit, mais ses yeux restèrent glacials. Robert accompagnait madame à la réception. Tandis qu'elle était reconduite dehors, Marie sentit le regard d'Albert brûler dans son dos. À la réception, elle remercia poliment et promit de revenir quand Georges serait de retour. Ce n'est que lorsqu'elle fut en sécurité dans sa voiture, à 3 pâtés de maison de là, qu'elle s'autorisa à trembler. Elle prit son téléphone et tapa rapidement un message pour Luc. « Nous devons nous rencontrer, urgent. » Même café. Sur le chemin du café, son esprit traitait tout ce qu'elle avait observé. Les outils, la réaction au nom de Georges, l'apparition soudaine d'Albert. Il y avait plus dans ce garage qu'il n'y paraissait. Le bébé bougea avec agitation, comme s'il ressentait sa tension. « Calme-toi, petit », chuchota-t-elle. « Maman sait ce qu'elle fait. » Mais le savait-elle vraiment? La présence intimidante d'Albert et le mystère de la disparition de Georges indiquaient qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. Une chose était certaine. Elle devait partager ses découvertes avec Luc et Hélène le plus tôt possible. Le temps pressait, et elle avait le pressentiment qu'Albert Lemaire ne tarderait pas à faire le lien.
Le café de Madame Josette était pratiquement vide à cette heure de l'après-midi. Marie occupait une table au fond, sa troisième tasse de tisane à la camomille refroidissant devant elle. Luc et Hélène arrivèrent ensemble, leurs visages tendus en remarquant son agitation. « Vous êtes allé chez le maire ?» chuchota Hélène incrédule, s'asseyant. « Seule ?» Marie, c'était extrêmement risqué. « Mais nécessaire, » répondit Marie, sortant son téléphone de sa poche. « Regardez ça. » Les photos qu'elle avait réussi à prendre montraient clairement le panneau d'outils spéciaux. Luc se pencha sur les images, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant quelque chose. « Cet outil, pointa-t-il. Il est identique à la marque trouvée sur les câbles de frein. »« Exactement, » confirma Marie. « C'est un outil spécialisé, fabriqué sur commande. Et il y a plus. J'ai réussi à entendre une conversation intéressante sur Georges. » Elle rapporta sa visite au garage, la réaction au nom de Georges et l'apparition soudaine d'Albert. Hélène prenait furieusement des notes sur sa tablette. « Nous devons trouver Georges, » conclut Hélène. « Il est clairement le lien entre tous les incidents. »« J'y ai déjà pensé, » dit Marie, tirant une autre photo de son téléphone. « J'ai réussi à photographier discrètement un tableau avec les adresses des employés. Georges habite à Montreuil. » Luc passa la main sur son visage, visiblement impressionné. « Comment avez-vous réussi tout ça en une seule visite ?» Marie esquissa un petit sourire. Des années à réparer des voitures m'ont appris à observer les détails. De plus, personne ne soupçonne une femme enceinte distraite. Néanmoins, intervint Hélène, c'était extrêmement dangereux. Albert Lemaire n'est pas quelqu'un à sous-estimer. S'il découvre, il doit déjà avoir des soupçons, interrompit Marie. La façon dont il m'a regardé, nous devons agir vite. Luc couvrit la main de Marie avec la sienne, un geste qui n'échappa pas à Hélène. Je ne laisserai rien vous arriver, ni à vous, ni au bébé. Le contact de sa main envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Marie, mais elle resta concentrée. Nous devons aller chez Georges aujourd'hui même. J'ai le pressentiment qu'il pourrait être en danger. Non, s'exclamèrent Luc et Hélène simultanément. Marie. Hélène se pencha en avant, sa voix maternelle. Je comprends votre dévouement, mais vous devez penser au bébé. Laissez notre équipe d'enquête privée s'en occuper. Nous n'avons pas le temps, argumenta Marie. Si Albert soupçonne que nous sommes près de la vérité, Georges pourrait disparaître définitivement. Un silence pesant tomba sur la table. Le bruit de la machine à café en arrière-plan et les conversations distantes des quelques clients semblaient surréalistes face à la gravité de la situation. « J'ai une idée, » dit finalement Luc. « Hélène, activez notre équipe de sécurité. Marie et moi allons chez Georges, mais avec une protection à distance. Au premier signe de danger, nous reculons. » Hélène ne semblait pas convaincue, mais acquiesça à contre-cœur. « Je vais préparer un mandat de perquisition, juste au cas où. » Et Marie, « Oui, utilisez ceci. » Hélène sortit un petit dispositif de son sac. C'est un traceur avec un bouton de panique. « Une pression et notre équipe sera là en quelques minutes. » Pendant qu'Hélène passait les appels nécessaires, Luc et Marie planifiaient leur approche. Le ciel commençait à s'assombrir dehors et une fine pluie tombait sur Paris. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda doucement Luc. « Vous prenez tellement de risques. » Marie rencontra son regard, sentant son cœur s'accélérer. « Parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que... » Elle hésita, mais Luc attendit patiemment. « Parce que depuis que Richard m'a abandonné, je me demandais s'il existait encore des gens bien dans ce monde. Vous et votre histoire m'avez prouvé que oui. » Le moment fut interrompu par Hélène, revenant à la table. « Tout est prêt. L'équipe de sécurité est déjà en route pour Montreuil. Mais pour l'amour du ciel, soyez prudents. » Marie sentit le bébé bouger comme s'il participait aussi à ce moment de tension. Inconsciemment, Luc posa sa main sur son ventre, un geste protecteur qui la surprit et l'émut. « Nous allons ramener Georges, et les réponses dont nous avons besoin, » dit-il avec détermination. « Et alors enfin nous ferons justice. » En quittant le café, Marie ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé drastiquement en si peu de temps. De mécanicienne solitaire à enquêtrice au cœur d'une conspiration familiale, portant non seulement son bébé, mais aussi le poids de la vérité qui devait éclater. La nuit promettait d'être longue, et le dénouement de cette histoire était encore loin d'être écrit. La pluie s'était intensifiée lorsque la voiture de Luc se gara dans la rue étroite du quartier de Montreuil. Les lumières des lampadaires créaient des ombres inquiétantes sur les murs écaillés des vieilles maisons. Marie consulta une fois de plus l'adresse sur son téléphone. « C'est ici, chuchota-t-elle, pointant vers une maison bleue de 2 étages.
Numéro 247. Luc coupa le moteur, mais garda les mains sur le volant. L'équipe de sécurité a confirmé sa position aux 4 points stratégiques. Nous sommes couverts. À travers le rétroviseur, Marie pouvait voir discrètement 2 hommes dans une voiture à quelques mètres derrière, faisant partie de l'équipe de protection engagée par Hélène. Elle respira profondément, sentant le poids du traceur dans sa poche. « Prête ?» demanda Luc, ses yeux bleus brillant d'inquiétude. « Oui », répondit-elle, ajustant son manteau sur son ventre proéminent. « Souvenez-vous du plan. Nous sommes un couple à la recherche d'une maison à louer, et nous avons entendu dire que M. Georges louait une chambre. » Ils descendirent de la voiture, se protégeant de la pluie sous un seul parapluie. Le contact rapproché fit accélérer le cœur de Marie, mais elle resta concentrée sur la mission. Luc sonna à la porte. Rien. Ils essayèrent à nouveau. Le silence était perturbant, brisé seulement par le bruit de la pluie et un chien aboyant au loin. « Il y a de la lumière à l'intérieur », observa Marie, jetant un coup d'œil par la fenêtre latérale. « Et il y a un journal d'aujourd'hui sur le pas de la porte. » Luc échangea un regard significatif avec elle. « Quelqu'un est à la maison. » Alors qu'ils s'apprêtaient à sonner pour la 3e fois, ils entendirent des pas traînants venant de l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme d'environ 60 ans, aux cheveux grisonnants et aux cernes profonds. « Georges Martin ?» demanda Luc doucement. L'homme pâlit visiblement en reconnaissant Luc. Il tenta de fermer la porte, mais Luc fut plus rapide, empêchant la fermeture avec son pied. « S'il vous plaît », dit Marie, faisant un pas en avant. « Nous ne voulons pas causer de problème. Nous avons juste besoin de parler. » Quelque chose dans la présence de Marie, peut-être sa condition de femme enceinte, sembla calmer l'homme. Après un moment d'hésitation, il ouvrit complètement la porte. « Entrez », dit-il à voix basse, « avant que quelqu'un ne vous voie. » L'intérieur de la maison était simple mais organisé. Des photos de famille décoraient les murs, et une odeur de café fraîchement passé remplissait l'air. Georges les conduisit au salon, où une valise à moitié faite reposait sur le canapé. « Vous allez quelque part ?» demanda Luc, remarquant la valise. Georges se laissa tomber dans un fauteuil semblant soudainement très vieux et fatigué. « Je fuis, ou j'essaie. Mais vous devez déjà le savoir, n'est-ce pas ?» Marie s'assit prudemment sur le canapé, déplaçant la valise sur le côté. « Nous savons pour les accidents, pour les manipulations des freins. Et pour mes parents, » compléta Luc, sa voix tremblant légèrement. Georges couvrit son visage de ses mains, ses épaules secouées. Quand il les regarda à nouveau, ses yeux étaient humides. « Je ne voulais pas, » commença-t-il, sa voix brisée. « Albert, il a des preuves qui peuvent incriminer mon fils dans un système de détournement d'argent. Il a dit qu'il détruirait les preuves si vous saboutiez les voitures, » compléta doucement Marie. Georges acquiesça misérablement. Au début, c'était juste de petits accidents, rien de grave, mais ensuite, vos parents ont commencé à se méfier des affaires d'Albert, Luc. Ils allaient tout révéler. Luc s'appuya contre le mur, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Marie aurait voulu pouvoir l'étreindre, le réconforter. Mais elle garda son attention sur Georges. « Pourquoi nous racontez-vous tout ça maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je n'en peux plus, » répondit Georges, des larmes coulant sur son visage ridé. « Quand Albert m'a ordonné de saboter votre voiture, Luc, j'ai réalisé qu'il ne s'arrêterait jamais. Et mon fils, j'ai découvert que les preuves qu'Albert détient sont fausses. Il m'a manipulé toutes ces années. « Nous devons vous emmener à la police, » dit Luc, reprenant contenance. « Avec votre témoignage, un bruit à la porte de derrière les interrompit. Georges pâlit à nouveau. « Il m'a trouvé, » chuchota-t-il paniqué. « Albert m'a fait surveiller. » Marie appuya immédiatement sur le bouton du traceur. Luc était déjà au téléphone avec l'équipe de sécurité. Le son de pas se rapprochait par le couloir de derrière. « Vite !» chuchota Luc, aidant Marie à se lever. « Nous devons... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la lumière s'éteignit, plongeant la maison dans l'obscurité totale. La pluie tombait maintenant avec force dehors, et un tonnerre lointain complétait l'atmosphère de tension. Georges saisit un dossier de documents qui était caché derrière le fauteuil. « Voici tout. Photos, documents, preuves des chantages. Prenez-le, Luc. C'est votre chance de faire justice. » Marie sentit le bébé bouger avec agitation, comme s'il percevait le danger. Dans l'obscurité, elle chercha la main de Luc, la trouvant au moment exact où un autre coup de tonnerre illumina brièvement la pièce. La situation avait atteint un point critique, et il savait que les prochaines minutes seraient décisives.
Le silence qui suivit le coup de tonnerre était assourdissant. Marie, Luc et Georges restèrent immobiles dans l'obscurité, leur cœur battant la chamade. Le faisceau d'une lampe torche trancha l'obscurité venant du couloir. « Georges ?» La voix d'Albert résonna dans la maison, faussement cordiale. « Quelle réunion intéressante vous avez là ?» Marie sentit Luc serrer sa main de manière protectrice. À travers la fenêtre, elle put voir du mouvement de l'équipe de sécurité se positionnant autour de la maison. « C'est fini, Albert !» La voix de Luc résonna fermement dans l'obscurité. « Georges va tout raconter. » Un rire sec précéda l'apparition d'Albert à la porte du salon, la lampe torche éclairant son visage de manière sinistre. Deux hommes corpulents l'accompagnaient. « Racontez quoi exactement ?» demanda-t-il, déplaçant le faisceau lumineux entre les présents. « Comment Georges ici a volontairement participé à chaque décision? Comment il a profité de nos arrangements? »« Mensonge !» explosa Georges, se levant. « Vous m'avez fait chanter, menacer mon fils. »« Des détails !» balaya Albert d'un geste. « L'important est que vos empreintes sont sur tous les outils, Georges. Votre signature sur tous les rapports techniques. Qui pensez-vous que la police va croire? Un mécanicien avec un historique de fraude ou un respectable homme d'affaires? » Marie fit un pas en avant, protégeant instinctivement son ventre. « Et les preuves que vous avez fabriquées contre son fils? Les faux documents de chantage ?» Albert plissa les yeux, la reconnaissant enfin. « Ah, la mécanicienne de l'hôpital. Je dois admettre, c'était intelligent d'utiliser une femme enceinte pour l'enquête. Qui aurait soupçonné ?» Un nouveau coup de tonnerre illumina la pièce, et Marie vit par le reflet dans la fenêtre que l'équipe de sécurité était sur le point d'agir. Elle devait gagner encore quelques secondes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi faire tout ça ?»« L'argent, ma chère, » répondit Albert, son sourire maintenant clairement maniaque. Les Moreau étaient trop idiots pour voir le vrai potentiel de leurs affaires. J'ai transformé une entreprise familiale en un empire. Et maintenant que Luc est sur le point de prendre le contrôle, vous ne pouviez pas le permettre, compléta Luc, sa voix chargée de dégoût. Toutes ces années, vous étiez comme un second père pour moi. Et tu étais comme un fils, acquiesça Albert. Mais les affaires sont les affaires. Maintenant, le dossier de documents, s'il vous plaît. Georges serra le dossier contre sa poitrine. Non, assez de manipulation, assez de mensonges. Alors nous devrons faire ça de la manière difficile, soupira Albert, faisant un geste à ses sbires. À ce moment précis, les fenêtres explosèrent dans une pluie de verre. L'équipe de sécurité envahit la maison de tous côtés, leurs lampes torches tranchant l'obscurité. Albert et ses hommes furent pris par surprise. « Police nationale !» Une voix forte s'éleva au-dessus du chaos. « Tout le monde immobile !» Marie sentit Luc la tirer en arrière, la protégeant de son corps. Hélène avait tenu parole. Ce n'était pas seulement l'équipe de sécurité, mais aussi des agents de police qu'elle avait contactés. « C'est absurde !» protesta Albert, tandis qu'il était immobilisé. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. »« Oh si, nous savons, » répondit Hélène, entrant dans la pièce avec un groupe de policiers. « Nous avons des preuves de fraude, de complot, de tentative de meurtre. Vous voulez que je continue ?» Georges remit le dossier de documents à l'un des agents, ses mains tremblantes. « Voici tout, chaque détail, chaque menace, chaque manipulation. » Les lumières revinrent soudainement, révélant la scène chaotique. Albert, menotté, lança un regard de pure haine en direction de Luc. « Tu es exactement comme tes parents, » cracha-t-il. « Faibles, sentimentaux. »« Non, » interrompit Luc, sa voix calme. « Je suis quelqu'un qui a appris que la justice et la vérité finissent toujours par l'emporter. Et j'ai des personnes extraordinaires à mes côtés. » Son regard croisa celui de Marie, et à ce moment-là, quelque chose passa entre eux. Une compréhension mutuelle, un sentiment qui grandissait depuis leur première rencontre. La pluie commençait à diminuer dehors, comme si la nature elle-même reconnaissait que la tempête dans leur vie touchait enfin à sa fin. Mais alors qu'Albert était emmené par les policiers et que Georges faisait sa déposition officielle, Marie savait que cette nuit avait tout changé. Le bébé bougea dans son ventre, comme pour célébrer la victoire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à sourire vraiment. La vérité avait triomphé, et avec elle, de nouveaux départs devenaient impossibles. Hélène s'approcha du couple, ses yeux brillants de satisfaction. « C'est fini. » Avec le témoignage de Georges et les documents, Albert n'a aucune échappatoire. « Et Georges ?» demanda Marie, inquiète. « Il a conclu un accord de collaboration, » expliqua Hélène. « En échange de son témoignage, il recevra protection et immunité. Son fils est en sécurité maintenant. » Luc passa son bras autour des épaules de Marie,
un geste qui semblait aussi naturel que de respirer. « Merci, murmura-t-il, pour tout. » Marie appuya sa tête sur son épaule, épuisée mais heureuse. « Je pense que nous trois méritons un repos maintenant, » dit-elle, caressant son ventre. La nuit qui avait commencé avec tant de dangers se terminait avec la promesse d'un avenir meilleur. Mais il y avait encore beaucoup à résoudre, beaucoup à dire entre Luc et Marie. Leur histoire était loin d'être terminée. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit de la tempête. L'automne était arrivé à Paris, apportant avec lui des vents de changement. L'ancien garage services automobiles Le Maire s'était transformé en un chantier, et Marie, maintenant dans son dernier mois de grossesse, supervisait la rénovation des lieux aux côtés de Luc. « Le nouveau pont élévateur arrive la semaine prochaine », expliqua-t-elle, consultant son bloc-notes tout en marchant dans l'espace. « Et nous avons déjà embauché 5 mécaniciens, tous avec d'excellentes références. » Luc observait avec admiration comment elle dirigeait tout avec précision et énergie, malgré son ventre énorme. « Vous êtes incroyable, vous savez. Et vous n'êtes pas objectif, rit-elle, mais son visage rougit sous le compliment. Les derniers mois avaient été intenses. Le procès d'Albert était en cours, avec Georges comme témoin clé. Hélène tenait tout le monde informé de chaque développement de l'affaire, qui était devenu l'un des plus grands scandales d'entreprise de l'année. Mais au-delà des questions juridiques, d'autres transformations importantes s'étaient produites. La relation entre Marie et Luc avait fleuri naturellement, comme si leurs cœurs savaient depuis le début qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. « Madame Marie », appela l'un des ouvriers, « où voulez-vous qu'on mette le nouveau panneau d'outils ?»« Là », pointa-t-elle, « sur ce mur principal. Je veux que ce soit la première chose que les clients voient en entrant, un symbole de notre engagement envers la transparence. » Luc l'enlaça par derrière, ses mains se posant sur son ventre. « En parlant de transparence, avez-vous décidé pour cette autre affaire ?» Marie sourit, se tournant pour lui faire face. « À propos de vivre ensemble ? Oui, j'ai décidé. Mais à une condition. » « Laquelle ?» demanda-t-il anxieux. « Je veux garder mon appartement au-dessus de Main d'Or. Nous pouvons l'utiliser comme bureau et ainsi je peux rester proche du garage original. Après tout, c'est là que tout a commencé. » Luc l'embrassa doucement. « Marché conclu. En fait, j'avais déjà pensé à quelque chose de similaire. » Hélène finalise la documentation pour transformer les 2 garages en une seule entreprise. Main d'Or à Moreau Automobile. « Quel nom long !» plaisanta-t-elle. « Mais significatif, répondit-il. Unis dans le travail, comme dans la vie. » Un coup de pied fort du bébé les fit rire. « Je pense que quelqu'un approuve l'idée, » dit Marie, caressant son ventre. Le bruit de talons sur le sol fraîchement installé annonça l'arrivée d'Hélène, qui était accompagnée de Monsieur Jules. « Désolé d'interrompre le moment romantique, » sourit Hélène, « mais j'apporte les dernières nouvelles de l'affaire, et il semble que notre cher Jules ait une annonce importante à faire. » Le vieux mécanicien sourit, ajustant sa casquette usée. « Eh bien, Madame Marie, après tout ce temps comme votre employé, vous m'avez invité à être le gérant de Main d'Or original. Mais je pensais, et si j'achetais une petite participation? J'ai quelques économies de côté, et j'aimerais faire partie de ce nouveau départ, pas seulement en tant qu'employé. » Marie sentit des larmes lui monter aux yeux. Ses hormones la surprenaient encore. « Jules, vous avez toujours été plus qu'un employé. Vous étiez le bras droit de mon père et maintenant vous êtes pratiquement de la famille. Alors, c'est un oui ?» demanda-t-il, plein d'espoir. « Bien sûr que c'en est un. » Elle l'étreignit avec émotion. « Rien de plus juste que vous soyez associé de l'endroit que vous avez aidé à construire. » Hélène se racla la gorge, attirant l'attention de tous. « Eh bien, puisque nous parlons d'association, le juge a accepté toutes les preuves présentées. Albert a conclu un accord de délation mais n'échappera pas à la prison. Et le meilleur, toutes les entreprises reviendront sous le contrôle légitime des Moreau. » Luc serra Marie plus fort. « Enfin, justice pour mes parents. » « Et il y a plus, » continua Hélène, ses yeux brillants. « Georges a été officiellement innocenté. Il m'a demandé de vous remercier particulièrement, Marie. Il a dit que vous n'avez pas seulement sauvé Luc, mais que vous lui avez donné une seconde chance dans la vie. » Marie essuya une larme têtue. « Nous méritons tous une seconde chance. » Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres récemment installées, illuminant l'espace qui deviendrait bientôt un symbole de renouveau et d'espoir. Les anciennes ombres de Le Maire avaient cédé la place à un avenir brillant, construit sur des fondations d'honnêteté et d'amour. « Eh bien, » dit Luc, regardant autour de lui, « je pense qu'il ne manque qu'une chose pour que tout soit parfait. »« Quoi ?» demanda Marie, curieuse. «
Il s'agenouilla là, au milieu du garage en rénovation, sortant une petite boîte de sa poche. Le cœur de Marie s'arrêta pendant une seconde. « Marie Dubois, me feriez-vous l'honneur de… » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa demande, elle porta les mains à son ventre, ses yeux s'écarquillant. « Luc… »« Quoi ? Non !» Je n'ai pas encore fini ma demande. « Luc, j'ai perdu les os. » L'hôpital Saint-Louis, le même où tout avait commencé des mois auparavant, était maintenant le théâtre d'un autre moment crucial dans la vie de Marie et Luc. La salle d'attente était bondée. Hélène faisait les 100 pas parlant au téléphone avec l'équipe juridique. Monsieur Jules tenait un énorme ours en peluche, cadeau qu'il avait acheté à la hâte en chemin, et Luc… Eh bien, Luc était sur le point de faire un trou dans le sol à force de tourner en rond. « Monsieur Moreau » appela l'infirmière. « Vous pouvez entrer maintenant. » « Votre fiancé vous demande. »« Fiancé ?» Il s'arrêta, confus. « Mais je n'ai même pas pu finir ma demande. » L'infirmière sourit. « Eh bien, elle appelle cet idiot qui a choisi le pire moment possible pour faire une demande en mariage. » J'ai pensé que fiancé sonnait plus formel. Luc courut vers la chambre, trouvant Marie assise sur le lit de la maternité, son visage brillant de sueur, mais avec un sourire radieux. Dans ses bras, un petit paquet remuait doucement. « Salut !» chuchota-t-elle. « Tu veux rencontrer ta fille ?» Luc sentit ses jambes faiblir. Une fille. Il avait une fille. Il s'approcha du lit comme s'il était dans un rêve, s'asseyant prudemment sur le bord. Le bébé était minuscule, parfait. Elle avait les cheveux foncés comme sa mère et, quand elle ouvrit brièvement ses petits yeux, Luc vit qu'ils étaient bleus comme les siens. « Elle est magnifique, dit-il, la voix étranglée, comme toi. » Marie rit doucement. « Heureusement qu'elle me ressemble plus qu'à Richard. » « Marie, » Luc prit sa main libre, « à propos de cette demande… »« Chut !» l'interrompit-elle. « D'abord, je veux te dire quelque chose. Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'avais décidé de t'aider dans cette enquête, même en étant enceinte et seule. » Il acquiesça curieux. « C'est parce que, cette nuit-là de l'accident, quand tu étais inconscient dans la voiture, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. Une bonté, une lumière qui m'a rappelé mon père. Et quand tu t'es réveillé à l'hôpital, même blessé et effrayé, ta première préoccupation était d'avertir du danger, de protéger une inconnue. » Elle fit une pause, ajustant le bébé qui commençait à s'agiter. « Ces derniers mois, tu n'as pas seulement aidé à résoudre le mystère de ta famille, mais tu as aussi réparé quelque chose en moi que je ne savais même pas être brisé. Ma foi en l'humanité, ma capacité à aimer et à faire confiance à nouveau. » Luc sentit des larmes couler sur son visage, sans faire aucun effort pour les retenir. « Alors, continua Marie en souriant, avant que tu ne poses la question, ma réponse est oui. Mais je n'ai même pas… Oui, je veux t'épouser, idiot. » La porte de la chambre s'ouvrit doucement et Hélène passa la tête à l'intérieur. « Désolé d'interrompre, mais il y a une foule de gens dehors qui meurent d'envie de rencontrer la petite. Au fait, quel est son nom ?» Marie et Luc échangèrent un regard complice. « Sophie » répondirent-ils à l'unisson. « Sophie ?» répéta Hélène, entrant dans la chambre suivie de Monsieur Jules. « Ça signifie sagesse » expliqua Marie. « Parce que c'est grâce à elle, même avant sa naissance, que nous avons trouvé le chemin l'un vers l'autre. Et parce qu'elle est la preuve que parfois les meilleures choses de la vie viennent déguisées en défis. » Monsieur Jules s'approcha, les yeux humides en voyant la petite. « Votre père serait si fier, Madame Marie, de tout ce que vous avez accompli, de la femme forte que vous êtes devenue. » Luc embrassa doucement le front de Marie. « Et ce n'est que la première page de notre histoire ensemble. En fait, sourit Hélène, en parlant d'histoire, j'ai apporté une surprise. » Elle sortit un journal de son sac. L'article sur le garage est sorti aujourd'hui. Des mains d'or au cœur d'or. L'histoire de résilience et d'amour qui a transformé l'un des plus grands garages de Paris. Marie rit. « Quel titre dramatique !»« Mais approprié, » répondit Luc, regardant sa nouvelle famille. « Après tout, il fallait beaucoup d'or dans le cœur pour transformer une tragédie en un si beau nouveau départ. » Sophie choisit ce moment pour lâcher un petit bâillement, comme si elle approuvait son père. La chambre se remplit de rires doux et de regards émus. Dehors, le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de tons dorés. Une nouvelle journée s'achevait, mais pour Marie, Luc et Sophie, ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus grand. 1 an plus tard, le soleil du matin illuminait la façade moderne de Main d'Or en Moreau Automobile. Le logo doré brillait contre le bleu du bâtiment fraîchement rénové, et une file de voitures attendait l'heure d'ouverture. Marie ajustait sa robe blanche devant le miroir de son ancien garage, maintenant transformé en un charmant espace pour événements.
Sophie, avec ses grands yeux bleus et ses boucles brunes, jouait sur le tapis spécialement installé pour elle, vêtue d'une adorable petite robe de demoiselle d'honneur. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous avez choisi de vous marier ici, » dit Hélène, aidant avec le voile. « Quel endroit pourrait être plus significatif ?» sourit Marie. « C'est ici que tout a commencé. L'ancien garage avait été magiquement transformé. De vieux outils, soigneusement polis, décoraient les murs aux côtés de fleurs. Le pont élévateur, entièrement restauré, servait d'hôtel improvisé. C'était l'union parfaite entre le passé et le présent, entre tradition et innovation. Monsieur Jules apparut à la porte, impeccable dans son nouveau costume. « C'est l'heure, Madame Marie. Le marié commence à s'impatienter dehors. » Marie prit Sophie dans ses bras, embrassant sa joue potelée. « On va voir papa ?» La petite applaudit, excitée. À 1 an, elle montrait déjà la même énergie et détermination que sa mère. La musique commença à jouer. Pas la traditionnelle marche nuptiale, mais « Life is a Highway », un choix qui fit sourire tout le monde. Marie confia Sophie à Hélène et prit le bouquet spécial que Luc avait fait faire. De petites clés dorées, mêlées à des roses blanches. Quand les portes s'ouvrirent, Marie vit Luc qui l'attendait sous le pont élévateur, ses yeux bleus brillants d'émotion. Georges était à ses côtés comme témoin, complètement réhabilité, et maintenant consultant technique de la nouvelle entreprise. Le chemin jusqu'à l'hôtel était court, mais chaque pas représentait une partie de leur voyage ensemble. Elle passa devant l'établi où elle avait l'habitude de travailler, maintenant décorée de photos qui racontaient leur histoire. L'accident, les enquêtes, la naissance de Sophie, l'inauguration du nouveau garage, chaque moment qui les avait amenés jusqu'ici. « Tu es magnifique », murmura Luc quand elle arriva à l'hôtel. La cérémonie fut brève mais significative. Ils échangèrent des alliances que Luc avait fait faire spécialement. Chacune avait une petite clé à molette gravée à l'intérieur, pour toujours réparer les cœurs, disait l'inscription. « Et maintenant, annonça le célébrant, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau couple Moreau-Dubois. » La fête qui suivit fut une véritable célébration d'amour et de résilience. Sophie enchanta tout le monde en essayant ses premiers pas, courant de bras en bras. Hélène fit un discours émouvant sur la façon dont cette histoire avait transformé non seulement 2 vies, mais toute une communauté. À la fin de la soirée, quand les derniers invités furent partis, Marie et Luc restèrent dans le garage, dansant lentement entre les outils et les fleurs. « Tu sais qu'aujourd'hui, ça fait exactement 1 an et demi que tu as failli percuter ce poteau, » le taquina-t-elle. « Le meilleur accident de ma vie, » répondit-il, l'embrassant doucement. Sophie dormait paisiblement dans les bras d'Hélène, qui observait le couple avec un sourire maternel. « Et maintenant » demanda Marie, posant sa tête sur l'épaule de son mari. « Maintenant » répondit Luc. « Nous continuons notre histoire. Il y a une nouvelle succursale à ouvrir en banlieue. Sophie va commencer la crèche, et qui sait quoi? Qui sait si elle n'aura pas un petit frère ou une petite sœur bientôt ?» Marie rit, regardant autour du garage qui avait été son refuge et était maintenant témoin de son plus grand bonheur. « Je pense que nous avons beaucoup de travail devant nous, Monsieur Moreau. »« Certainement, Madame Moreau-Dubois, mais ensemble, nous pouvons réparer n'importe quoi. » Le soleil se couchait dehors, projetant des ombres dorées à travers les fenêtres du garage. Une vieille clé accrochée au mur brillait dans la lumière du soir. La même clé que Marie avait utilisée pour ouvrir la voiture de Luc cette nuit fatidique. Parfois, le destin utilise les outils les plus improbables pour réparer des cœurs brisés et construire de nouveaux chemins. Et pour Marie et Luc, ce n'était que le début d'une vie entière d'amour, de famille et de nombreuses clés à molette. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marie et Luc a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le nôtre. Pour suivre d'autres histoires émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. L'amour a de nombreuses façons de se manifester, et parfois il apparaît dans les endroits les plus inattendus, comme un garage automobile par une nuit pluvieuse. Si cette histoire a réchauffé votre cœur, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Dans les commentaires, racontez-nous. Avez-vous déjà vécu une histoire d'amour qui a commencé de manière inhabituelle? Et n'oubliez pas, parfois les meilleures romances commencent avec une simple clé à molette et beaucoup de cœur. À la prochaine histoire.